Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Est-ce que vous connaissez les lacs du Connemara ? Autour des lacs, c'est pour les vivants. En effet, c'est une célèbre chanson de Michel Sardou et c'est en ce moment le point de départ d'une polémique qui a pris des proportions inattendues. Dans une récente interview donnée à un média belge, Juliette Armanet s'en est pris au lac du Connemara, coécrit en 1981 par Michel Sardou, où il raconte un mariage interreligieux protestant-catholique en Irlande. C'est quoi les 3 titres où si tu rentres dans la pièce et il y a ça dans la soirée, c'est un non, tu rentres? Si tu 3 fois le lac du Connemara, je pense. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment une chanson qui me dégoûte c'est profondément. le no-go. Ouais. Mais qu'est-ce qui dégoûte? C'est le côté, on se prend tous par les bras et on... Le truc très comme ça, sectaire, la musique est immonde. Ça sent la transpi un peu, ce titre. Hein. Ah ouais, c'est de droite. Rien ne va. Et de droite. Ces propos auront suffi pour émouvoir les fans de Sardou et la fachosphère qui se sont déchaînés contre la chanteuse insultée de gauchiste. Ce n'est pas comme si Sardou avait dissimulé ses penchants droitiers. Alors comment expliquer que la simple critique d'une artiste à l'encontre d'un père se mue en controverse virulente jusqu'à faire les gros titres des journaux ? On en discute dans cette nouvelle édition du Fond de l'Info. On reviendra bien sûr sur toute l'actualité de la semaine qui nous a fait bondir. La France compte près de 3 millions de millionnaires en 2022. Les dividendes versés aux actionnaires et les résultats des groupes du CAC 40 explosent tandis que les services des urgences implosent et le coût de la vie étudiante a atteint des sommets. On évoquera bien sûr les confidences de Nicolas Sarkozy qui verrait bien Gérald Darmanin à l'Élysée en 2027. Tiens, c'est peut-être lui qui va sauver la France. Je déconne, hein. Sans plus attendre, j'accueille Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la liberté, et Julien Terry, historien et présentateur d'émissions sur le média, notamment de La Grande H. C'est le Fond de l'Info. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Cocorico, la France est sur le podium des pays qui comptent le plus grand nombre de millionnaires, près de 3 millions de millionnaires en 2022. Un chiffre en hausse, c'est 25 000 millionnaires en plus par rapport à 2021. Ils sont précisément un peu plus de 2,8 millions de Français à détenir un patrimoine supérieur à 1 million de dollars. Et il y en a 19 rien que dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors c'est ce que révèle la banque UBS dans son rapport annuel sur la richesse mondiale publié ce mardi. Il faut croire qu'ils n'ont pas été affectés par l'inflation. On rappelle que ces 2 dernières années, les prix de l'alimentaire dans les supermarchés ont augmenté de 21,2% en moyenne. Oui, alors ce chiffre, d'ailleurs, qui nous vient de la banque UBS, donc c'est vraiment, ce ne sont pas des suppôts du, comment dire, enfin si, ce sont du socialisme exactement, ou de l'anticapitalisme, et qui d'ailleurs dans leur rapport sont très prudents, nous disent que en effet cela pourrait choquer et augmenter le sentiment d'inégalité qu'il y a en France, même si en réalité il y a pas vraiment une montée des inégalités en France, etc., etc. Bref, mais en effet, c'est un chiffre tout à fait intéressant et qui, je pense, enfin c'est mon interprétation, mais qui signe un peu le décès, enfin l'acte de décès pour les derniers naïfs qui y croyaient, de la fameuse théorie du ruissellement, c'est-à-dire que plus il y a de gens riches dans un pays, et moins il y a d'inégalités, parce qu'en réalité ça infuse dans toute la société, que ça finalement les premiers de cordée, eh bien leur bien-être, leur richesse va bénéficier aux derniers de cordée, etc., etc. Bon, on connaît ce discours qui a notamment été beaucoup utilisé par Emmanuel Macron. Bon alors on se rend compte en fait que la France devient un pays où une minorité s'enrichit et une majorité stagne et certains même s'appauvrissent. Et je pense que ça résume assez bien les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, bon, sans préjuger de ce qui va se passer dans les 4 prochaines années, mais on peut imaginer que ça ne va pas trop changer. C'est-à-dire que vraiment, les riches s'enrichissent, et le pays, dans son ensemble, en tout cas la majorité des Français, stagnent dans leur niveau de vie, voire voient leur niveau de vie baisser. Alors, vous l'avez très bien dit, Nadia, les étudiants voient leur pouvoir d'achat baisser considérablement cette année. On a en France 10 millions de personnes, 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui est, je crois, aux alentours de 1 200, 1 300 euros, même moins d'ailleurs, en tout cas autour de 1 200 euros, je ne veux pas dire de bêtises. Et vous avez environ
environ 9 millions de Français qui vivent dans une situation de privation matérielle et sociale. Donc il y a des gens, une majorité de Français, il y a beaucoup de Français qui vont mal, et vous avez un certain nombre de gens qui en revanche s'enrichissent et profitent du système économique. Alors je suis allé voir avant cette émission le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités qui fait vraiment un travail remarquable. Et ils font chaque année un rapport sur les inégalités, et le dernier est sorti il y a quelques mois, c'était en juin dernier. Et on pouvait lire des choses qui confirment assez bien ce que je viens de dire, et ce que je pense Julien confirmera après. Mais en gros, les classes moyennes et modestes ont vu leurs revenus stagner depuis 15 ans, tandis que ceux des plus riches ont continué à augmenter. Le revenu des plus riches ont commencé à augmenter. Aujourd'hui, je vous donne quelques chiffres. Les 10% des salariés les mieux payés gagnent 3 fois plus que les 10% les moins bien rémunérés. Donc on voit un peu le niveau des inégalités dans le pays. Un cadre gagne en moyenne 2 500 € de plus par mois qu'un employé. Et en matière de patrimoine, c'est d'autant plus frappant. Alors c'est vrai que le patrimoine, c'est souvent ce qui différencie et ce qui est un marqueur très très fort des inégalités, et ce qui différencie évidemment les riches des pauvres. Et ben, en matière de patrimoine, la part des 10% les plus fortunés augmente. En 2021, ces 10% détenaient 47% du patrimoine global contre 41% en 2010. Donc les inégalités du point de vue du patrimoine s'aggravent. Donc on voit bien, je pense que c'est pour conclure là-dessus, on a vraiment, je pense, une photographie de la manière dont le système économique néolibéral, et en particulier sous Emmanuel Macron, fonctionne, c'est-à-dire un système qui bénéficie à certains, oui, à travers à la fois leurs actifs financiers, leurs actifs patrimoniaux, etc., mais qui en réalité fait un certain nombre de perdants, d'une part dans les classes moyennes qui voient leurs revenus stagner, et avec l'inflation en réalité, si on prend en compte l'inflation, on se rend compte que dans la dernière année, le revenu des classes moyennes a baissé, enfin le revenu réel des classes moyennes a baissé, et avec aussi des pauvres qui sont de plus en plus pauvres, et de manière générale des inégalités qui augmentent. Et ça, finalement, c'est une situation qui est inacceptable, et qui en fait est, d'un point de vue économique, littéralement la conséquence des politiques néolibérales, austéritaires, qui sont menées depuis des décennies, et puis en particulier depuis 2017. Julien. On en revient en fait à une situation qui historiquement a été la norme en fait à travers les âges jusqu'aux années 50-60. Une situation dans laquelle, en réalité, l'autonomie, la possibilité de se consacrer à un certain nombre d'activités de son choix dépend de l'héritage, dépend du patrimoine. Aujourd'hui, c'est pas tellement votre niveau de revenu qui va déterminer votre niveau de vie, en particulier dans les très grandes villes. C'est d'abord, est-ce que vous avez eu de l'argent de famille ou pas, en particulier pour vous loger. Ça passe beaucoup par le foncier. On en revient à une situation où de facto, il y a une logique de rente qui domine. Et c'est beaucoup plus finalement le lieu où on est, ce dont on va hériter ou pas, y compris matériellement, et plus seulement immatériellement avec le capital culturel, comme c'était encore le cas pendant les 30 Glorieuses, et Bourdieu avait beaucoup insisté là-dessus. Maintenant, on en revient à une situation où finalement le destin social des individus dépend des capacités économiques de leur famille, et non pas du travail. Et c'est pas en travaillant qu'on peut s'enrichir, sauf situation marginale. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait frappant. Pour un historien qui pense sur la longue durée, c'est un peu comme si ça avait été une parenthèse, finalement assez courte à l'échelle historique, ces années qui vont des années 60, en gros, aux années 2000, avec une classe moyenne. En fait, ce dont on est en train de parler, c'est aussi de la disparition de la classe moyenne, ou du creusement des inégalités. Après, moi, ce qui me frappe dans cette affaire-là, concernant les chiffres qui ont récemment été publiés, c'est l'accélération très forte ces dernières années, liées notamment à la crise du Covid. C'est quelque chose qu'un oligarque comme Bernard Arnault d'ailleurs a dit très clairement. C'est presque du pain béni, la crise du Covid. On nous prête de l'argent, maintenant on nous paye pour nous prêter de l'argent, s'est-il extasié, pour investir. Ça a radicalisé les inégalités, ça favorise plus que jamais le capital. Il y a un chiffre qui me paraît plus intéressant peut-être finalement que ces 25 000 millionnaires supplémentaires en France, encore que la comparaison avec les États-Unis et la Chine me semble particulièrement parlante, si on reste là-dessus. Cette banque nous dit qu'en fait, la France est le troisième pays en nombre donc, de millionnaires. Millionnaires de patrimoine. Encore une fois,
vu les prix de l'immobilier dans certaines agglomérations, en réalité, il suffit de pas avoir bougé de son logement qu'on a pu acquérir pour pas très cher jusque dans les années 80-90 pour se retrouver tout à coup. Donc voilà, il faut manier ça avec précaution. Et patrimoine, il y a les deux. Oui, bien sûr. Il y a les deux. Mais il y a pas besoin. Mais je pense que oui, la grande majorité des cas, en fait, est liée à l'immobilier, est liée à l'augmentation du coût de l'immobilier. C'est quand même fascinant de voir que la France est 3e en nombre absolu, alors qu'il y a 68-70 millions d'habitants en France. Il y en a pas loin de 350 millions aux États-Unis et il y a 1,5 milliard, comme vous savez, autour d'1,5 milliard, je crois, d'habitants en Chine. C'est-à-dire qu'en nombre de millionnaires par habitant, on peut, je ne sais pas, il faudrait voir les chiffres de près, mais on peut penser que la France se classe encore mieux, sans doute. Voilà, ce qui est pas forcément, encore une fois, une bonne nouvelle, mais ce qui représente, je disais, un alignement sur la norme internationale aussi. Je veux dire, il y a eu un phénomène d'égalité en France, qui était vu comme du quasi-socialisme, avec beaucoup de hargne du point de vue anglo-américain, de la presse anglo-américaine en particulier, depuis les années 70-80, qui est en train de se réaligner avec la séquence historique Sarkozy, Hollande, Macron, qui n'est qu'une accélération en fait, de la même politique. Un chiffre qui me paraît plus important peut-être, c'est qui est sorti aussi très récemment, qui a été mis en avant par Challenge, qu'on peut pas soupçonner non plus de militantisme socialiste. La fortune des 500 familles les plus riches de France, donc les ultra riches, a doublé depuis 2017. Ça, c'est beaucoup plus vertigineux, je pense, encore que ces 25 000 millionnaires supplémentaires, dont, encore une fois, il faut voir exactement comment on calcule les ressources. De 500 milliards, donc, possédés par ces 500 propriétaires en 2017, au début de la présidence Macron, de 500 milliards à 1170 milliards. C'est-à-dire que ces gens, donc, depuis 2017, ont doublé leur fortune déjà absolument considérable. Alors là encore, c'est pas qu'ils ont cet argent sur leur compte en banque, ce sont des actifs, donc ça peut aussi se déprécier très vite. Mais ça illustre bien quand même ce qu'auront été les années Macron. Et encore une fois, c'est cet alignement de la société française sur des sociétés thatchérisées ou réganisées comme les États-Unis et comme la France. Et ce qui va de pair, bien sûr, c'est la dégradation, et même l'effondrement, le délabrement en France des services publics, à commencer par l'hôpital, des services de première nécessité pour la population. Alors effectivement, les services publics sont à l'agonie, on y reviendra. Vous avez certainement vu aussi passer cet article très fourni de Mediapart qui indique que les résultats des groupes du CAC 40 se révèlent à nouveau historiques. Au premier semestre, ils ont enregistré près de 80 milliards d'euros de bénéfices. Comment ? Eh bien, en profitant de l'inflation pour augmenter leurs prix et leurs marges en dépit des volumes. C'est ce qu'on appelle le libre jeu du marché, messieurs ? C'est ce qu'on appelle, le libre jeu du marché et le fait qu'il y a des profiteurs de crise. On sait que notamment dans l'industrie pétrolière, dans la grande distribution, dans tout un tas de secteurs qui déjà faisaient énormément d'argent, la tragédie ukrainienne, de manière générale la crise économique, l'inflation, etc., ont été des aubaines. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit bien, et on l'a très bien dit, les entreprises du CAC 40 font des records de bénéfices. Les grands patrons voient leur rémunération, pareil, atteindre des niveaux rarement atteints, en tout cas dans notre histoire récente. Et puis de l'autre côté, la société s'appauvrit, l'inflation fait des dégâts. Et il y a quelque chose qui est d'autant plus révoltant dans tout ça, c'est que, alors on se rappelle notamment par exemple du patron de Total, qui est quand même à la tête d'une entreprise qui est toute plus que contestable dans son business et ce qu'elle fait, notamment vis-à-vis des conséquences sur le climat. Il a doublé son salaire entre le moment du Covid et l'année d'après. Alors certes, il avait baissé sa rémunération pendant le Covid, mais il l'avait après doublé, ce qui était assez révoltant et ce qui a d'ailleurs très légitimement révolté, je pense, un certain nombre de Français. Et dans le même temps, tous les métiers, ce qu'on appelait ce que Emmanuel Macron lui-même appelait les métiers essentiels. Donc les métiers sans lesquels la société ne fonctionnerait pas, c'est ceux qu'on a un peu sacrifiés pendant le Covid, ceux qui n'avaient pas le droit au confinement, ceux qui étaient en première ligne, ceux qui étaient caissiers dans les supermarchés, les soignants, les éboueurs et d'autres encore. Eh bien c'est eux qui souffrent. C'est eux qui ne voient pas leur rémunération augmenter. C'est eux qui souffrent le plus de l'inflation. Et c'est eux, finalement, qui se voient les moins rétribués dans le système économique actuel. Alors
qu'on leur a dit qu'ils étaient si essentiels à notre pays, etc. etc. On les a applaudis. Et on les a applaudis, au etc. balcon. Et alors, c'est d'autant plus injuste que la réforme des retraites qui a été prise, maintenant elle est actée, elle a été votée dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire pas vraiment votée, mais passons. Cette réforme des retraites va impacter en premier lieu ces métiers essentiels, les métiers les plus difficiles, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut saisir le sentiment d'injustice que beaucoup de Français ressentent par rapport à cette situation qui est non seulement injuste, mais qui en plus ne tient pas au regard même d'un principe essentiel qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est que les inégalités, les différences de revenus sont liées à l'utilité commune. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De ce point de vue-là, on voit bien que si, par exemple, je ne sais pas moi, revenons au patron de Total, si demain il faisait grève, soyons honnêtes, ça n'aurait pas d'impact dans la vie économique. En revanche, on a vu l'impact que pouvait avoir, par exemple, la grève des éboueurs, par exemple, et des raffineurs, très juste, des raffineurs, si on reste dans l'exemple de Total. Et puis, on a vu la grève des éboueurs. La société s'est effondrée. La panique a saisi toute la société, etc. Donc, peut-être aussi que là, c'est le moment, enfin, évidemment, pour préparer la suite, les prochaines échéances électorales ou quoi que ce soit, mais il y a tout un système économique à revoir où il y a toutes ces valeurs-là qu'il faut inverser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une minorité qui bénéficie du système économique et une majorité, notamment des gens qui ont des métiers absolument essentiels, qui souffrent et dont les revendications ne sont pas écoutées par le pouvoir. Et c'est ça, je pense qu'il y a dans le pays un sentiment d'injustice qui grandit encore depuis les Gilets jaunes. Et ça, évidemment, ça peut avoir des conséquences sociales, politiques, ou que sais-je encore, très grandes. Ce qui fait dire à Julien Terry que nous sommes dans une oligarchie. Oui, là-dessus, je pense que c'est une évidence en réalité. C'est seulement parce que c'est nous, que c'est trop près de notre nez, qu'on ne le voit pas. Mais c'est une évidence qu'on est dans une oligarchie. Après, la question, c'est de savoir combien de temps les classes moyennes et défavorisées vont accepter de subir ce qu'elles subissent de manière de plus en plus radicale. Ce contraste entre les taux de profit, les dividendes, le niveau du CAC 40 triomphant d'un côté et puis de l'autre la dégradation des indicateurs sociaux, c'est presque un marronnier au fond en France depuis les années 80. Simplement, encore une fois, là ça s'est accéléré. Il y a une forme... C'est toujours pas ce que sont les super profits en France. Non, bien sûr. Ouais. On a un ministre de l'économie qui est fils d'un dirigeant de Total, il faut le rappeler. Bruno Le Maire, son père était secrétaire général de Total, c'est un très 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 haut poste. Sa sœur est mariée avec le PDG d'Aéroports de Paris, etc. Donc c'est vraiment la caste. Et effectivement, il est là pour faire le travail, c'est-à-dire pour dire qu'il n'y a pas, pour dire contre l'évidence qui est sous les yeux de tout le monde. Et c'est la magie de la représentation politique, le contraire de ce qui est. Et ça passe face à des journalistes ou dans des situations où il n'est jamais contredit. Alors que sérieusement. Le secrétaire général de l'ONU lui-même a revendiqué le besoin d'une taxe sur les super profits. Gutiérrez, qui n'est pas non plus un marxiste, voilà. Et d'ailleurs, plusieurs pays européens ont mis en place des taxes sur les super profits. La France aussi est un des pays en Europe qui résiste à cette idée-là. Oui. La France est passée d'une situation où elle était presque dans le socialisme, de fait, quelque chose qui se rapprochait plus du socialisme, en tout cas, que du néolibéralisme régano-thatchérien entre les années 60 et les années 90, à une situation où elle devient à la pointe, comme une sorte de backlash, au contraire, plus en avant que les autres, avec ce nombre donc d'ultra-riches et même de millionnaires qui est supérieur. Maintenant, la question, il faut la poser politiquement. L'intérêt général, l'intérêt de ceux qui font tenir la société et qui, s'ils ne possèdent pas de patrimoine, vivent très mal. Mais s'ils possèdent un patrimoine, ils vont faire des études qui vont leur permettre de faire des métiers moins difficiles, moins mal payés. Ils ne feront plus partie de cette catégorie des gens donc, qui font vivre la société, qu'on a vu continuer à travailler pendant le Covid. Comment est-ce qu'ils peuvent faire valoir leur intérêt politiquement ? C'est ça la question. Il faut des relais, il faut des médiations, il faut un parti de masse. Il faut un rapport de force. Ça n'est jamais avec des objurgations morales, même si je suis très content que le secrétaire général de l'ONU signale qu'il y a un problème. Jamais les détenteurs du capital n'ont cédé quoi que ce soit sans y être forcés. Ça, il faut vraiment en avoir conscience dans un rapport de force. C'est pas une question morale. C'est le rôle de la loi. Non, la loi, de s'imposer notamment aux acteurs économiques. Non, mais justement, ça. En tout cas, normalement. Oui. Dans une démocratie normale. Non. Vous savez, en tête du grand corpus de droit romain occidental dont on est les héritiers, dont le droit occidental est héritier, il y a armis et legibus. C'est par les armes et par les lois que l'on domine. La loi, c'est l'arme des dominants.
Malheureusement, je pense qu'on est trop souvent pris. Bien sûr, il y a une logique, il y a une temporalité propre et une logique propre du droit qui peut faire en sorte qu'à certains moments, ça peut nuire aux dominants. On a quand même un président qui a été condamné en justice. Alors, la peine n'est pas appliquée, on va en parler avec Sarkozy. C'est une illustration du fait que la loi ou le droit, bien sûr, en pratique, peuvent on a des très policiers souvent... en détention provisoire. Voilà, la loi ou le droit peuvent en pratique très souvent être contrariants pour les dominants. Mais globalement, il ne faut pas espérer que la force de la loi va s'exercer au profit des dominés. Il faut qu'il y ait derrière une force politique. C'est tout le problème. C'est tout le problème de continuer à faire vivre la gauche, et la gauche digne de ce nom. C'est-à-dire celle qui va opposer dans un rapport de force les intérêts des travailleurs aux intérêts du détenteur du capital. C'est pour ça que la question de la prise de position dans le rapport capital-travail, est-ce que l'on veut soutenir le travail dans son rapport de force avec le capital ou pas? Ou est-ce que l'on dit que plus le capital pourra s'ébattre, mieux ce sera en définitive pour les travailleurs? Comme le dit la gauche de gouvernement, en réalité, depuis longtemps, gagner à l'idéologie générale. C'est ça le critère, est-ce qu'on est de droite ou de gauche? Très souvent, j'entends dire « Ah, on ne sait plus trop ce que c'est que la droite et ce que c'est que la gauche ». Mais bien sûr que si. C'est ça la question. Est-ce que tu es du côté du travail ou du côté du capital dans ce rapport de force-là? Si tu dis qu'il n'y a pas de rapport de force, que l'intérêt général, c'est qu'il y ait une harmonie entre les deux, tu es déjà à droite. Voilà. La question est réglée. Alors, il y a plein de sortes de droite après. C'est pas mal d'être de droite. Mais ça existe. Qui va prendre en charge l'intérêt général là-dedans et le prendre en charge de manière politique, c'est-à-dire dans un rapport de force? C'est ça la question. Et c'est pour ça aussi que c'est pas un hasard s'il y a quelqu'un qui a une tête de mule, très badass, qui s'appelle Mélenchon, qui a fait survivre une gauche à 20-25% en France. Ce qui est le seul cas dans les pays d'Occident. On dit beaucoup de mal de Mélenchon, c'est un sale caractère, il n'est pas sympa, etc. Parce que pour se faire taper dessus comme on se fait taper dessus quand on tient en gros cette position, c'est-à-dire par tout le monde, il faut avoir un sacré ego ou un sacré caractère. Donc ça rejoint la question qu'on se pose assez souvent tous les deux, à savoir est-ce qu'il faut être clivant ou pas? Vous dites souvent il ne faut pas que la NUPES soit trop clivante, que LFI soit trop clivant. Moi, je vous réponds, dans une situation où seul un rapport de force imposé, et rappelons-nous que les 30 Glorieuses, elles sont dues au fait que la bourgeoisie avait peur du communisme. Elle avait peur du bloc de l'Est. Elle avait peur que dans les démocraties occidentales, les États-Unis les premiers, dans des pays comme l'Italie, la France, la Grèce, le Parti communiste passe de 30 à 50%. Et c'est à ça qu'on doit l'État social. À partir du moment où il n'y a plus cette peur, où il n'y a plus ce rapport de force, comment on reconstruit une défense de l'intérêt général concrètement? Après, une des plus grandes avancées sociales historiquement en France, c'est le Front populaire. Donc, c'est pas les communistes. Tout à fait. Ils ont joué un rôle majeur. Bien sûr, mais c'est quand même l'alliance. Je veux dire, c'est pas les communistes. Et après la guerre, en effet, les communistes ont joué un rôle de pression et puis avec l'idée d'union nationale autour d'un programme, donc du CNR notamment, qui était un programme social. Bien sûr. Peur qu'ils y arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aussi une gauche de rupture qui n'était pas communiste, qui n'était pas forcément radicale, mais qui a tenu bon sur un certain nombre de réformes qui ont transformé totalement le modèle social français. Je veux dire, les congés payés, enfin, je ne veux pas refaire tout ce qu'on connaît par cœur. Le Front populaire, là-dessus, si le Front populaire accepte de faire passer en force contre la bourgeoisie déchaînée ces avancées sociales de 36, c'est parce que la rue est en grève. C'est parce que sur sa gauche, il est obligé de le faire. Bien sûr, évidemment. Donc, les grandes grèves, c'est un rapport de force. Mais bien sûr, absolument. Mais pour finir là-dessus, juste en un mot vraiment, pour pas être long, je pense que c'est tout simplement une question stratégique. Pourquoi ? Parce que quand je dis parfois la NUP, et en particulier LFI, est trop clivant, c'est parce qu'en réalité, il donne parfois le sentiment d'être dans une radicalité qui fait peur, on va dire, à l'opinion publique de manière générale, et évidemment bien aidé par les réactions politiques et de certains éditorialistes, notamment à droite, etc. Je suis d'accord. Mais néanmoins, pourquoi je pense que c'est une erreur stratégique d'être dans la stratégie clivante, etc. Parce qu'en réalité, tout ce dont on parle là, sur le fond, sur les inégalités, etc., c'est de la pure rationalité. La rationalité politique, la modération politique, elle est du côté de ceux qui défendent une société plus égalitaire, qui s'en prennent à ce qui se passe actuellement. La radicalité, elle est de tout ce qu'on vient de dire. Elle est dans cette augmentation du nombre de millionnaires. Elle est dans l'accroissement des pauvretés. Elle est dans les politiques. Elle est dans les 140 millions d'euros d'aide aux entreprises. Elle est dans la réforme des retraites, etc. Elle est là, la radicalité. Mais on sait très bien que les gens ne votent pas en fonction de critères qui sont de l'ordre de la rationalité. C'est des affects, la politique. C'est des affects. Mon sentiment, c'est qu'il y a aussi une question qui est de comment rassembler le plus grand nombre de gens.
Et la Tout à fait. radicalité, elle a tendance à rameuter, et c'est très bien, et je suis en aucun cas dans le mépris du militantisme ou quoi que ce soit, elle a tendance à rameuter un camp des militants autour d'un projet et de créer une force politique qui est très forte. Et on voit aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand même avec LFI, qui a une force politique qui est majeure, qui est sans doute sur les réseaux sociaux et le parti qui est de loin le plus mobilisateur. Mais ça n'est pas suffisant si on veut accéder au pouvoir, c'est-à-dire atteindre la majorité des Français. Et là, pour moi, une stratégie clivante, elle empêche de toucher une majorité de Français, alors que, encore une fois, sur le fond, la modération, la rationalité et le bon sens est du côté de la gauche par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et la radicalité est du côté de tous les néolibéraux et de tous ceux qui veulent entretenir un système qui fait beaucoup plus de perdants que de gagnants. Voilà, c'est ça mon raisonnement. Mais dans votre raisonnement... Désolé, j'ai été non, trop mais long. c'est Allez important. préciser C'est important parce que pensée. Très je bien. pense que tous ces constats qu'on fait d'une situation aberrante et de plus en plus aberrante, il faut les traduire en réflexion politique. Il y a une chose que vous oubliez dans votre raisonnement, enfin deux choses à mon avis, c'est que d'abord, la politique n'est pas affaire de pure rationalité, c'est une affaire d'affect. Et d'ailleurs, on va parler tout à l'heure, je crois, de la controverse Sardou-Armanet, et ça va nous amener à ça, justement. Qu'est-ce que c'est qu'un affect qui peut être populaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on constitue une force unitaire qui soit majoritaire et qui reste de gauche, alors qu'à l'intérieur, il va y avoir des intérêts divergents. Ça se fait toujours en relation avec des affects qui sont plus ou moins partagés. Et puis d'autre part, là où le raisonnement ne va pas pour moi, c'est que vous dites qu'il y a une opinion publique. Et cette opinion publique prend mal le fait qu'il y ait des discours clivants, par exemple. Elle est construite. Mais cette opinion publique, elle est une pure médiation. Bien sûr. À partir du moment où, de toute façon, LFI ou ceux qui prennent des positions de gauche, là, en ce moment, je dis LFI parce que c'est LFI, mais je ne suis pas encarté à LFI, bien sûr, je considère que LFI, c'est la force politique la plus intéressante, mais ça pourrait être une autre, c'est pas ça le problème. Cette force politique, et quelque force que ce soit qui aurait ces positions politiques-là dans le rapport travail-capital, serait harcelée, menacée, accusée de tous les maux, diabolisée, présentée comme hors de l'arc républicain, comme la Première ministre a osé le dire quand même, dans une logique qui correspond, comme je le disais l'autre jour, à du fascisme managérial, accusée d'antisémitisme, de tout ce qu'on veut, de tous les maux, aujourd'hui rabattue sur le Rassemblement national, d'une manière complètement aberrante au plan de la rationalité. Rien ne va nulle part dans ce rapport qui est fait entre les deux, grâce au fait qu'il y a un contrôle généralisé des médias, tout simplement, encore une fois. Si on avait des médias qui étaient dans la même situation que dans les années 70-80, où pourtant il y avait une emprise gouvernementale très forte, on n'en serait pas là. Je veux dire, on n'aurait pas cette image ultra clivante du moindre discours qui dit qu'il y a un petit problème. Parce que c'est quand même ça, au fond. Il y a une récupération par le gouvernement, par les éléments de langage, finalement de tout ce qu'il y a de plus évident, notamment la crise écologique. Les macronistes adorent dire de temps en temps attention, il y a une crise écologique terrible. Et puis en réalité, sans rien faire. mener une politique qui va complètement à l'inverse. Ça, c'est devenu leur spécialité. Ils n'ont aucun problème à faire ça. Parce que, encore une fois, la manière dont l'opinion publique est structurée aujourd'hui, dont elle est créée, est fonctionnelle à cette situation. Elle détruit le rapport de force en notre défaveur. C'est pour ça que les médias existent. Moi, juste en Mais un on est mot tout petit. promis, je On est pense tout que petit. c'est un peu exagéré, parce que je pense que la gauche a aussi... moi, je pense que la gauche aussi a une parole qui porte dans les médias. Et donc, moi, je ne partage pas complètement votre avis sur le fait que la gauche serait inaudible dans les médias ou quoi que ce soit. Dans quel média? Mais surtout, encore une fois, raison de plus, indépendamment de ce qu'on vient de dire, de ne pas tomber dans certains pièges. Parce qu'il y a aussi des pièges dans lesquels, notamment LFI, va tomber, encore une fois, dans une idée aussi de cette radicalité qu'on peut comprendre, etc., mais qui, de facto, électoralement, politiquement, etc., vont être totalement contre-productifs. Donc je pense qu'il y a des pièges à éviter et que, encore une fois, l'aboutissement de tout ça, c'est 2027 et c'est soit la gauche, soit l'extrême droite. Donc en plus, le droit à l'erreur est réduit à peau de chagrin. Parce que Ou la droite extrême. Oui, Ou la droite voilà. extrême. Voilà. On y viendra. Ça sera peut-être, malheureusement, je lâche le mot, Darmanin ou Le Pen. Donc, autrement dit... C'est le rêve de la droite, avoir Voilà. cette opposition-là au second tour. On vous réserve cette discussion pour la fin de l'émission. Je l'évoquais tout à l'heure, messieurs, le coût de la vie étudiante enregistre une hausse sans précédent
en 2023 selon des études menées respectivement par l'Union nationale des étudiants en France et la Fédération des associations générales étudiantes. Alors les étudiants devront débourser 594,76 € supplémentaires par rapport à l'année précédente. Sont en cause la hausse des loyers, 8,95% et la hausse aussi des prix de l'alimentation. De l'autre côté, l'hôpital public tombe en ruine. Aux urgences, la situation est encore plus grave que l'été dernier. Marc Noisé, président du syndicat français de médecine d'urgence, alerte dans certaines zones extrêmement touristiques et en pleine saison. Par exemple, à Arcachon, il y a un hôpital qui a été contraint de mettre en place sur le parking devant l'établissement une structure où les médecins font de la petite traumatologie pour alléger les urgences, c'est vous dire. Alors pareil, même à Saint-Tropez, les urgences ont failli fermer. Messieurs, est-ce que vous faites un lien entre justement l'enrichissement des riches et des ultra-riches et la casse des services publics ? Le lien, il est évident. Enfin, est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Vous faites le lien, il mais ne peut absolument pas peut-être faire la être lié. démonstration. C'est lié aux coupes claires dans les budgets de l'hôpital qui sont liées au tarissement des rentrées fiscales qui sont liées à la baisse structurelle qui a commencé sous les socialistes dans les années 80, qui s'est accélérée de manière vertigineuse, des prélèvements de toutes sortes. Donc il y a une caste au pouvoir qui organise la banqueroute de l'État et en bout de chaîne, on explique aux gens sur place, dans la diagonale du vide, dans les campagnes, ou quand il y a des dizaines et des dizaines et probablement des centaines de morts hebdomadaires qui ne devraient pas avoir lieu aux urgences, que c'est comme ça, quoi, parce qu'on n'a plus assez d'argent, il n'y a pas d'argent magique. Donc, c'est un alignement, là encore, sur la norme sociétale. Alors là, pour le coup, surtout américaine, mais aussi anglaise, dans une certaine mesure. On sait qu'aux États-Unis, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de morts prématurées chaque année. D'après les statistiques, en réalité, parce que c'est très difficile à calculer, plus probablement des centaines et des centaines de milliers de morts prématurées, liées au fait que les gens ne bénéficient pas des assurances privées qui seules donnent accès à un certain nombre de soins. Voilà, donc je rappelle que notre président Macron a promis solennellement pendant le Covid, où il avait été absolument évident que la gestion thatchérienne des urgences, c'est-à-dire des lits d'hôpitaux, c'est-à-dire une gestion en flux tendu, il ne doit pas y avoir, pour que ce soit rentable, moins de 95% des lits qui sont occupés. Évidemment, dès qu'il y a un petit problème, c'est la catastrophe, il y a des victimes. Il avait promis solennellement un grand plan d'urgence pour l'hôpital, comme d'habitude, c'était un mensonge éhonté. Et on voit aujourd'hui une situation qui est effectivement largement indigne d'un pays développé, mais encore une fois dans la norme internationale néolibérale. Et encore dernièrement, Emmanuel Macron laissait entendre dans une allocution qui date d'avril que les urgences seraient désengorgées d'ici la fin de l'année prochaine. Et dernièrement, encore une fois, lors de son déplacement à Marseille en juin, le président a annoncé une rallonge de 240 millions d'euros pour les hôpitaux de la cité phocéenne et la construction d'un nouvel établissement de santé. On voit bien qu'il essaie de faire des efforts pour sauver il peut toujours faire des effets d'annonce qui ne sont jamais, qui ne correspondent jamais à aucune réalité. On lui met jamais en face de toute façon la réalité. Donc, Oui, alors moi qui était pas mal intervenu à l'époque du Covid médiatiquement, et je me rappelle que le discours qui revenait tout le temps, notamment de la part de députés macronistes qui avaient l'air sincères, c'est la crise de l'hôpital, la crise de l'hôpital, la crise de l'hôpital. On va retenir les leçons. C'était à cause de nos prédécesseurs, etc. Très bien, pourquoi pas. Et donc, comme l'a très bien dit Julien, on va faire des plans pour l'hôpital, etc. Et en fait, 3 ans après, rien n'a été résolu. Et c'était l'été dernier, on a vu des urgences devoir fermer à partir d'une certaine heure. Là, c'est pas le cas cet été, mais on n'en est pas loin. Il y a des problèmes d'effectifs majeurs. On est à 2 doigts de crise qui peuvent amener à des morts dans l'hôpital, etc. Enfin, on se dit comment c'est possible. Après, la crise du siècle du Covid qui a mis en tension les hôpitaux comme jamais depuis des décennies et des décennies, qu'on en soit encore là, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus profond. Et c'est là, je pense, où je suis pas sûr. Évidemment que c'est lié à des choix de politique économique générale qui consiste à favoriser le capital, à délaisser les services publics, à considérer que ceux qui doivent bénéficier de l'argent public, c'est avant tout les entreprises, etc. Je suis d'accord, mais il y a quelque chose d'encore plus profond. En 2016, les gens ont oublié, mais il y a un bouquin qui est sorti, un ouvrage collectif, sous la direction notamment de Yann Algan, un universitaire plutôt libéral, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'appelait l'État Start-up, ou l'État en mode Start-up. Voilà. Bon, le titre de ce livre est tout à fait éloquent. Et qui était le préfacier de ces livres ? C'était Emmanuel Macron.
Et donc, dans cette préface, et les gens oubliaient ça, moi je suis tombé un peu dessus par hasard et ça m'a vraiment intéressé. Et dans cette préface, Emmanuel Macron dit que l'État devrait s'inspirer du fonctionnement des startups, devrait davantage travailler avec le monde privé pour améliorer l'efficacité des services publics, etc. Il dit jamais clairement c'est dans l'optique de faire des économies, mais c'est plus dans l'idée d'être plus efficace. Mais on sait très bien que dans le langage néolibéral, et ça Julien connaît ça 1000 fois mieux que moi, donc je pense qu'il sera d'accord, le terme d'efficacité dans le langage néolibéral, ça veut toujours dire moindre coût, plus d'économies, etc., etc. Et je pense que c'est ça l'idée des macronistes. C'est on va faire mieux avec moins. On va, comme vous l'avez très bien, on va rationaliser, on va faire cette logique de passer à une logique de stock, à une logique de flux, donc c'est-à-dire zéro lit non occupé. On va mettre des managers dans chaque hôpital. D'ailleurs, dans tous les services publics, on est en train de former au management les directeurs, etc., etc., avec toujours cette logique de plus d'efficacité. Et plus d'efficacité veut dire en réalité, vous savez, c'était la fameuse phrase d'Emmanuel Macron, ça nous coûte un pognon de dingue. Alors, il parlait des aides sociales, mais c'est la même chose. Voilà, c'est l'idée on va rationaliser, on va rendre ça plus efficace, on va managérialiser, si je puis dire. Et résultat, le résultat, c'est qu'en fait, ça se fait au détriment de la qualité des services publics, ça se fait au détriment des usagers, pardon. Qui ne pourront pas aller en clinique privée. Voilà, j'ai commencé à presque dire clients des services publics, comme les néolibéraux. Bref, voilà. Donc, je pense qu'il y a cette idéologie là derrière, et donc le drame auquel on assiste dans tous les différents services publics qu'on a évoqués, c'est pas du tout anodin. Mais oui, le plus d'efficacité, c'est le plus d'efficacité comptable. Avec pour conséquence le service public réel, dont l'évaluation est totalement invisibilisée, que l'on n'évalue plus, qui est en chute libre. Oui, les hôpitaux, c'est ce qu'on appelle le lean management, c'est-à-dire on essaie de couper l'argent partout. Et je veux dire, si vous connaissez des médecins hospitaliers, ils vous diront tous que ça leur arrive régulièrement de dire il faudrait que ce patient ou cette patiente reste plus longtemps, et il se retrouve face à quelqu'un qui a un tableau Excel devant lui qui lui dit non, parce que ça va faire baisser la moyenne. Et on ne soigne pas, point barre. Donc voilà, c'est aussi le simple que ça. développement aussi des opérations en ambulatoire. Voilà, on se fait opérer, on attend dans une salle patiemment. Tout Julien. Ça date de la mise en place des ARS. Là encore, c'est du long terme. Ça a été préparé sous la gauche et ça s'est radicalisé récemment. Ouais. On rappelle quand même que le budget alloué à la santé, et notamment à la protection maladie, est en très légère hausse. On est passé de 0,9 milliard à 1,2 milliard entre 2019 et 2023 pour la protection maladie, ce qui pourrait être la démonstration d'un effort vers le sauvetage de l'hôpital. Mais dans le même temps... Je suis ironique, bien sûr. Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est souvent un argument que vont utiliser les députés, enfin les porte-parole Renaissance, mais il y a des choix qui sont faits. Et par exemple, le budget de la police, par exemple, a été augmenté de plusieurs milliards, enfin beaucoup plus conséquemment en termes d'augmentation de budget. Pareil pour l'armée, je crois, il y a eu des augmentations aussi significatives. Donc en fait, il y a des choix qui sont faits en termes de budget, et il est évident, et je pense que les soignants et puis les professionnels de santé de manière générale tirent la sonnette d'alarme et disent ok, ce n'est pas seulement une question de budget, il y a aussi, mais c'est aussi une question de budget. Donnez-nous plus de budget, donnez-nous plus d'argent. Et ça, en effet, les efforts qui ont été consentis, il y a eu des efforts qui ont été consentis, mais notamment avec le Covid et ce qui s'est passé avec le Covid, il faut aussi prendre ça en compte, mais sont tout à fait insuffisants par rapport à la gravité de la situation de l'hôpital. Et encore une fois, c'est une question de choix par rapport au service public, et voilà. Alors la France va mal, on est d'accord, messieurs, mais Darmanin est peut-être l'homme de la situation. Nicolas Sarkozy verrait bien Gérald Darmanin à l'Élysée en 2027 dans son nouveau livre « Le temps des combats » apparaître le 22 août prochain. L'ancien président de la République fait l'éloge du ministre de l'Intérieur à qui il souhaite, je cite, de franchir une autre étape, voire l'ultime, celle qui mène à la présidence de la République. Alors on sait qu'ils sont amis depuis 10 bonnes années, c'est donc pas étonnant qu'il apporte son soutien. On sentait bien que Darmanin convoitait le poste de Macron, même s'il prétendait l'inverse, jusqu'à ce qu'il se confie au Figaro dimanche dernier sur ses ambitions pour 2027. C'est donc officiel, messieurs, Darmanin fait campagne, accrochez-vous. Il se promet de se dresser en rempart contre l'extrême droite. Oui, la première chose qui me frappe, moi, c'est, indépendamment de Darmanin, la place de Nicolas Sarkozy là-dedans, la place qui lui est faite précisément dans les médias et encore aujourd'hui dans la vie politique française, alors que c'est quelqu'un, je le rappelle, qui a été condamné définitivement en dernière instance, et de toute façon, donc même si
s'il arrive en cassation sur un vice de forme à faire casser la condamnation, il a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour corruption. D'ailleurs, il est censé porter un bracelet électronique. Quand on le voit sur les photos dans Voici en vacances, il me semble on voit pas de bracelet électronique. Donc j'imagine que les peines ne sont pas appliquées de la même manière une petite puce greffée sous la peau. pour tout le monde. Oui, il est par ailleurs, je le rappelle aussi, mis en examen depuis 2020 pour association de malfaiteurs. Tout simplement, par le parquet national financier. C'est un repris de justice. Qui a demandé en avril dernier son renvoi, ainsi que Claude Guéant, Hortefeux, Éric Woerth en jugement. Je ne parle pas évidemment du nombre de mises en examen autour de lui, etc. Ce garçon est un malfrat. Il faut quand même le dire, il a beau avoir été président de la République. Ça n'empêche que Emmanuel Macron, qui pourtant nous a expliqué récemment encore qu'il allait insister sur l'exemplarité, ça n'empêche pas Emmanuel Macron, parce qu'il a besoin des réseaux sarkozystes, on le sait, de le ménager et même de l'emmener avec lui, parfois dans un certain nombre de voyages présidentiels. Il y a quelque chose de complètement surréaliste, je suis désolé de le dire, que seule l'emprise des oligarques sur les médias permet. C'est-à-dire que la parole de ce monsieur, il donne des conseils. C'est un vieux sage, le vieux sage au bracelet électronique. Mais du coup, quand on voit le nombre de condamnations derrière, quand on connaît son passé aussi dans les Hauts-de-Seine, c'est un élève de Pasqua. C'est un disciple de Pasqua dont on connaît le rôle dans l'histoire des Hauts-de-Seine, avec le couple Balkany et j'en passe. Enfin, c'est une sorte de parrain, en fait. C'est un peu Don Sarkozy qui nous donne donc des conseils comme ça de vieux sage sur la vie politique française. Alors après, bien sûr, Darmanin se situe effectivement dans une ligne politique qui est filleul. Oui, qui ressemble beaucoup à celle du sarkozysme, qui elle-même est très proche de l'extrême droite, il faut le dire. Qui est-ce qui a créé un ministère de l'immigration et de l'identité nationale avec ces deux notions dans l'intitulé? C'est le président Sarkozy. Sarkozy, je le disais, est un élève de Charles Pasqua qui a toujours été un militant dès les années 80 du rapprochement contre Chirac, alors même que Pasqua était son ministre de l'Intérieur, entre la droite classique et l'extrême droite, et le Front National de l'époque. Je passe sur la longue histoire de Pasqua à la tête des réseaux de barbouzes gaullistes, le SAC, dont vous pourrez, si vous ne connaissez pas l'histoire, sur lequel vous pourrez vous renseigner, histoire tout à fait édifiante. En fait, c'est un mouvement, c'est une milice d'extrême droite, avec laquelle Pasqua a commencé sa carrière politique. Bref, Darmanin est dans cette ligne-là. Et effectivement, il va être poussé par la droite, le but étant qu'on se retrouve encore une fois, pour donc la 3e fois, avec une candidate d'extrême droite, d'ailleurs, soit dit en passant, très mauvaise. Il faut voir les 2 débats qu'elle a fait. C'est la fille de Le Pen, donc à droite, on a le culte du chef, donc comme c'est la fille du chef, elle s'est imposée, mais enfin, c'est quand même pas sur ses capacités politiques de premier ordre. Quelqu'un de très mauvais, d'extrême droite, face à quelqu'un de droite extrême et beaucoup plus malin. Comme ça, au second tour, il n'y aura toujours pas proposé aux Français et aux électeurs 2 discours sur la situation de politique face à face. C'est un peu ça l'objectif, je pense, quand il s'agit de pousser Darmanin. Ce serait le scénario du pire. Ce serait le scénario du pire. Oui, c'est aussi le scénario qui paraît probable. Ouais. Et alors, il y a un point qu'on pourrait ajouter par rapport à Nicolas Sarkozy, c'est que son conseiller le plus proche était Patrick Buisson, qui est un identitaire d'extrême droite, un ancien de Minute. Alors, je ne sais plus si c'était l'ancien directeur de la rédaction de Minute, en tout cas, il avait un rôle important à Minute, qui est un journal d'extrême droite radicale, si tant est qu'on... Voilà. Qui aujourd'hui dénonce l'islamophobie. Et oui, et alors absolument, oui. D'ailleurs, faut bien se rendre intéressant. Au micro d'Apolline de Malherbe. Faut essayer de se rendre intéressant, faut essayer d'exister. Donc Patrick Buisson, qui est vraiment un penseur, le terme est impropre, mais quelqu'un qui est, en tout cas, voilà, mentor, identitaire, intellectuel, on va dire, voilà, identitaire, partisan d'une France chrétienne, qui est de l'extrême droite la plus dure, la plus réactionnaire et la plus intolérante, qui a été son conseiller. Et je pense que le point commun, Gérald Darmanin rêve d'être le nouveau Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire celui qui a été l'homme fort à Beauvau, qui a été l'homme de l'ordre, le représentant de l'ordre, et qui, gagnant de la popularité avec ça, parce que
Voilà, les Français aiment l'ordre. Hélas, Julien, là-dessus, on ne sera pas d'accord. Moi, je m'en désole. Mais je pense que les Français aiment l'ordre, aiment voilà, et aiment l'autorité. Tout le monde aime l'ordre. Non, moi, je suis pas un grand partisan de l'ordre. Mais passons. Mais en tout cas, Gérald Darmanin. Ça dépend lequel. C'est ça la question. Ouais, mais l'ordre de manière générale, pour moi, ce n'est jamais un bon terme. Mais plus sérieusement, donc Gérald Darmanin veut nous refaire une Sarkozy entre guillemets, c'est-à-dire passer du ministère de l'Intérieur à l'Élysée. Donc c'est son modèle politique, son moteur politique. Et je pense même que Emmanuel Macron a une certaine admiration pour Nicolas Sarkozy, mais bon, c'est un autre sujet. L'autre point commun entre les deux, et vous avez fait un peu référence à ça, Julien, c'est que les deux, Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin, plus qu'Emmanuel Macron encore, sont persuadés tous les deux qu'on lutte contre le Rassemblement national, entre guillemets, hein, je ne dis pas que les deux veulent vraiment lutter contre le Rassemblement national, mais dans les discours, en allant sur le terrain du Rassemblement national. L'idée de Nicolas Sarkozy avec ce ministère de l'identité nationale, qui était une honte, c'était peut-être une des choses les plus anti-républicaines qui est fait un président de la République dans notre histoire récente, et peut-être même de toute la Ve République d'ailleurs, c'était l'idée de vraiment, on va aller sur les thèmes de l'extrême droite, parce qu'il ne faut pas leur laisser la main sur ces sujets, qui sont des sujets importants, je raisonne comme eux, qui sont des sujets importants pour les Français. Gérald Darmanin, c'est l'homme de la sécurité, du tout sécuritaire, c'est l'homme de la loi sécurité globale, de la loi l'homme-fille, des expérimentations vidéosurveillance, de la loi immigration, vidéosurveillance algorithmique en vue des JO, etc. Donc tout un tas d'avancées sécuritaires qui sont absolument inédites dans notre histoire. C'est l'homme aussi des répressions, des mouvements sociaux, encore récemment la réforme de retraite, etc. Donc c'est ça, c'est donc sur l'immigration, c'est une ligne extrêmement droitière et c'est quelqu'un en plus qui a un discours assez populiste. Moi, vraiment, son interview au Figaro, je l'ai lu, elle m'a vraiment stupéfaite. Encore que, on parle de Gérald Darmanin, mais il a parlé quand même de gauche bobo libérale. Qui est quand même un terme qui c'est plutôt des gens d'extrême droite sur les réseaux sociaux qui disent ce genre de choses, donc un truc assez populiste. Il a eu aussi un discours presque contre l'état de droit en disant la réponse du prochain candidat à la présidentielle, si la réponse du prochain candidat à la présidentielle est de s'en remettre aux jurisprudences et aux marchés internationaux, alors il actera que la volonté politique n'est plus que chez les extrêmes. Alors je mets de côté les marchés internationaux, mais même l'idée de dire un politique qui n'est là que pour les marchés internationaux et pour les jurisprudences, c'est-à-dire l'état de droit, parce que la jurisprudence c'est l'état de droit, c'est un discours populiste qui est souvent utilisé par l'extrême droite. Voilà, donc vraiment le côté populiste m'a marqué. Et puis alors il y a une dernière chose dans laquelle on a l'impression qu'il vise Emmanuel Macron lui-même. Il dit il ne faudrait pas qu'on remette notre avenir entre les mains de la technique et des techniciens. On utilise des mots que les Français ne comprennent pas toujours. C'est contrebande, je pense. On doit parler avec le cœur, pas avec des statistiques. Alors c'est certainement envers Elisabeth Borne, mais certainement aussi envers Emmanuel Macron au final, parce qu'on reproche beaucoup à Emmanuel Macron son côté technocratique, etc. Donc là, il y a en plus, c'est fou que un des piliers de la Macronie se permette ce genre de sortie. Et la dernière chose, vraiment, la chose qui m'a aussi sidéré, c'est, et Gérald Darmanin dit dans cette interview, je suis persuadé que la question sociale est centrale, et la première. Et il dit, je pense comme François Ruffin et Fabien Roussel. Je pense que la question sociale est centrale, et je vais la mettre... Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais c'est un peu ce qu'il disait. Alors là... c'est la tradition de la droite gaulliste, la droite sociale. Oui, mais que Gérald Darmanin ne représente pas. Il s'efforce d'être sur ce créneau. Oui, mais... contre le macronisme, c'est logique. Hein. Oui, mais lui qui a été un pilier du gouvernement le plus antisocial de ces dernières décennies, je ne vois pas du tout comment il peut penser que ça pourrait s'installer dans les esprits. Mais encore une fois, voilà, pour finir, c'est vraiment, on a l'impression qu'il va sur le terrain de l'extrême droite dans toutes les thématiques qu'il évoque, y compris avec l'idée de dire je vais être favorable aux classes populaires, alors que ce ne sera pas du tout le cas. Et donc, en fait, c'est très inquiétant. Voilà, comme Julien l'a dit, la menace de l'extrême droite. Et en même temps, il agite la menace. Mais on ne combat pas l'extrême droite en allant sur son terrain. Quand on va sur le terrain de l'extrême droite, on fait quoi ? On fait monter l'extrême droite. Et d'ailleurs, pourquoi l'extrême droite monte depuis Nicolas Sarkozy ? C'est parce que constamment, les politiques qui étaient au pouvoir sont allés sur son terrain. Mais le problème, c'est qu'entre l'original et la copie, les gens finissent par aller vers l'original. Donc c'est une stratégie qui à mon sens, est totalement perdante, et en plus d'être dangereuse du point de vue républicain. Mais vous parlez en disant on ne combat pas l'extrême droite en allant sur son terrain. Vous parlez comme si le but de ces gens-là, de Darmanin, et même d'ailleurs d'Emmanuel Macron, c'était de combattre l'extrême droite. Son but, c'est de les battre. C'est pas la question. Leur but, c'est de se maintenir au pouvoir
de se perpétuer au pouvoir. Et le calcul qu'ils font, c'est que la meilleure manière de le faire, c'est d'être face à l'extrême droite tout en la doublant sur ses propres thèmes. C'est ça. Parce qu'ils savent très bien qu'un second tour, par exemple, face à un candidat de gauche sérieuse, les mettrait beaucoup plus en difficulté. Donc, leur problème, c'est pas celui-là. C'est pas du tout de faire barrage. Il faut pas croire. Plein de gens vont voter pour eux avec l'impression que ça va faire barrage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils s'engagent dans cette stratégie complètement contradictoire qui consiste à dire à la fois le RN n'est pas dans l'arc républicain, mais à le présenter comme de plus en plus respectable, et puis à reprendre, en fait, très souvent, les gens du RN s'en étonnent ou s'en félicitent, à reprendre, en fait, les demandes, les thèmes et les mesures que demande l'extrême droite. Pour moi, la grande question, c'est est-ce qu'il y aura, c'est la responsabilité historique de la gauche qui est en cause, des différents leaders de la gauche, est-ce qu'il y aura au second tour, enfin, à nouveau, quelqu'un de gauche, sérieusement de gauche, et donc une opposition de manière organique qui, si elle est défaite, pourra jouer son rôle. Ça, c'est la responsabilité historique des leaders de la gauche, c'est la responsabilité historique de Benoît Hamon, c'est la responsabilité historique ensuite de Fabien Roussel et de Yannick Jadot que d'avoir contribué à empêcher ça, celle aussi d'ailleurs du NPA et de Poutou, la dernière présidentielle, où la candidature n'avait pas vraiment lieu d'être, à mon avis. Et c'est ça le vrai problème qui est posé par cette perspective de candidature d'Armanin, ou autre d'ailleurs. Messieurs, je vous propose de conclure par la polémique. Armanet-Sardou, l'interprète et compositrice française, a osé s'en prendre à une chanson du grand Sardou. Je rappelle qu'elle a évoqué une chanson qui la dégoûte en raison de son côté scout sectaire et dont la musique est immonde, qui par ailleurs est de droite, et rien ne va. Et suite à ça, les fans de Sardou et la fachosphère se sont déchaînés contre Juliette Armanet. Alors vous êtes plutôt team Sardou, Armanet, Julien et Mathieu? Non, bon, le team Armanet, évidemment, à 10 000%. Musicalement... que je ne connais pas, d'ailleurs. Musicalement, j'aime beaucoup. Vous l'avez bien Armanet, analysé, Sardou, on coulisse un petit peu cette polémique. Oui. C'est l'occasion de partager ici avec nous. C'est de ceux qui nous regardent. Bon, Julien, je pense, aura une intervention bien plus intéressante que la mienne là-dessus, mais parce qu'il a un avis qui est, je pense, le bon. Mais bon, déjà, moi, j'ai regardé la séquence. Juliette Armanet rigole, elle est dans l'humour, elle est dans... Oui. Alors déjà, la droite qui passe son temps à dire que la gauche est puritaine, la gauche ne rit plus de rien, etc. La gauche est la contre sa culture, etc. Il suffit qu'une chanteuse, qui est d'ailleurs aujourd'hui d'important, qui est très écoutée, etc., et qui fait une petite blague comme ça, amenée d'ailleurs par le présentateur de ce podcast, pour créer une sorte de folie, d'hystérie collective à droite et à l'extrême droite. Alors déjà, ça nous dit quelque chose sur la sensibilité de ces gens-là aux moindres propos qui viendraient les titiller, évidemment. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, et là, Julien sera complètement d'accord, mais c'est la preuve que la société se droitise, que Michel Sardou, qui est quand même un chanteur de droite, qui a d'ailleurs qui a eu des chansons Le temps béni des colonies, je sais pas quoi, qui sont vraiment qui sont épouvantables. Moi, Michel Sardou, je trouve ça nul, mais après, je connais des problèmes, Mathieu. Je connais pas bien, mais je trouve ça nul. Alors, le lac des Connemara, c'est épouvantable, cette chanson, en plus. Donc, bref. Mais surtout, comment dire, c'est un marqueur identitaire à droite, Michel Sardou. C'est le chanteur des gens de droite. Voilà, c'est le chanteur des gens en école de commerce. C'est le chanteur de... Et puis, il y a un côté masculiniste chez Michel Sardou, moi, je trouve. Très sexiste. Il y a un côté très masculiniste, en tout cas... C'est la vieille France. Ouais, et puis surtout, c'est vraiment la France, la France masculiniste qui boit en chantant du Michel Sardou, etc. Bon, bref, donc en fait, c'est la France qui résiste, quoi. Voilà, exactement. C'est la France qui résiste au wokisme. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent. Donc, mais c'est intéressant parce qu'une telle polémique est absurde. Il y a absolument rien à polémiquer par rapport à ça. Et le fait qu'il y ait une telle polémique à un tel niveau, qui est autant de mettre des politiques qui se mettent à tweeter, etc., à droite, etc., bah, ça nous dit que la société se droitise, la politique se droitise, se raidit sur des symboles identitaires, franchouillards, entre guillemets, qui vont fantasmer sur, voilà, Michel Sardou, c'était la France, etc. Et je pense que c'est tout à fait révélateur d'une droitisation de la société française, d'une droitisation des polémiques que maintenant, qui sont dictées par la droite
droite et l'extrême droite. Oui, c'est la polémique touche pas à mon poste, ça. Oui, voilà. Et du coup, on se retrouve avec une polémique grotesque. Donc voilà, moi, team Armanet et Michel Sardou, c'est vraiment... Donc polémique grotesque, ringarde a priori, mais qui raconte beaucoup de cette société qui se clive de plus en plus, Julien. Ouais, alors oui, c'est une polémique qui en soi est grotesque là-dessus, je suis d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec le diagnostic que vous faites sur le fait que ça montrerait qu'il y a une droitisation de la société. Il y a juste une droitisation, là encore, des médias qui décident de se jeter là-dessus pour, au cœur du mois d'août, faire un buzz qui va marcher. Et effectivement, ça marche. Ça prend, mais pourquoi ça prend ? Ça prend parce qu'on a toute une série d'organes de presse, toute une série d'hommes politiques qui sont prêts à prendre le relais, qui savent que ça va marcher. Sur Twitter, hein. Bien sûr. La polémique mais très vite. Pardon, mais c'est sur Twitter que la polémique a pris une ampleur. Twitter, c'est pas la société. Non, mais c'est une indication quand même. En tout cas, moi, je la trouve effectivement très, très symptomatique d'une franchouillardise à laquelle on se réfère à une époque justement où il n'y a plus de services publics, où la société, où on vit de plus en plus mal. On aime se rappeler le bon temps dont Sardou est une des incarnations des années 70-80, où finalement la France allait mieux. Et Sardou, c'est une institution franchouillarde, un peu comme Johnny. Je vous rappelle le discours absolument émouvant fait par Emmanuel Macron, qui avait bien vu l'enjeu à la mort de Johnny, un discours parfaitement ridicule aussi, si vous voulez mon avis, et paix à l'âme de Johnny. Pourtant, on se jette sur ce genre de choses quand on est un homme politique de droite ou un média de droite, parce qu'on sait que ça fonctionne. Alors après, effectivement, le début, vous l'avez bien souligné, c'est en fait une espèce de jeu d'aller-retour, de ping-pong sur un podcast belge avec une artiste qui dit « Ouais, moi j'aime pas ça, je trouve ça nul ». Enfin, des passages comme ça. Il n'y a rien qui va, c'est le droit. droit. Elle dit « Il n'y a rien qui va ». Des passages comme ça, c'était plutôt drôle, des prises de position un peu forte d'un artiste sur un autre. Bon, Jean-Louis Murat était spécialiste, mais enfin, il y en a plein. Et que ça a été monté en épingle, c'est tout à fait symptomatique. Moi, je trouve que c'est intéressant quand même à beaucoup de titres. D'abord parce que ça nous confirme vraiment, quand on écoute Juliette Armanet, quand on voit d'où elle vient, quand on voit ce que représente Sardou, l'idée de Bourdieu dans la distinction selon laquelle avoir du goût, c'est d'abord avoir le dégoût du goût de certains autres. C'est-à-dire que Juliette Armanet, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu tout à fait favorisé. Alors, c'est aussi le cas de Sardou, je vais y revenir dans un instant, c'est ça qui est amusant. Mais c'est vrai. voilà, c'est quelqu'un qui est issu de la bourgeoisie culturelle. Elle a fait sa scolarité dans l'enseignement catholique, elle a fait une classe prépa, elle a travaillé chez Arte et à France Culture. Enfin, elle a le portrait robot de la lectrice des Inrecuptibles qui va trouver que Sardou, c'est hyper vulgaire. Son père, à elle d'ailleurs, est un musicien, un compositeur de musique contemporaine. Sa mère est éditrice et productrice. Donc voilà, il y a ce portrait robot, c'est vraiment parfait. Elle est programmée pour être dégoûtée. Bobo, elle est programmée pour être dégoûtée par Sardou. Voilà. Et ce qui est beau, quand on est un peu bourdieusien, quand on l'écoute, c'est que vraiment, elle fait. Enfin, il faut la mettre dans un bocal, quoi. Ouais, elle dit que ça me dégoûte. Elle dit ça me dégoûte. Voilà. Alors, ceci dit, Sardou n'est pas du tout lui-même un homme du peuple. Il faut voir que c'est un héritier, que son père, Fernand Sardou, était un acteur et un chanteur très populaire qui avait eu beaucoup de succès dans les années 50 notamment. Donc on ne peut pas du tout en faire, par son parcours personnel, un représentant des petits, par opposition justement à la bourgeoise issue du monde cultivé que serait Juliette Armanet. Ceci dit, c'est un chanteur extrêmement populaire de fait, qui mobilise toute une série d'affects populaires. Les Lacs du Connemara, c'est une de ces chansons qui a eu le plus de succès, qui est emblématique d'une époque. Il y a eu un livre de Nicolas Mathieu, qui a eu un grand succès, je crois, sur cette période et qui s'intitule comme ça. Que la chanson, selon les critères de musicologie ou alors des critères sociologiques qui sont ceux qui correspondent au milieu d'extraction de Juliette Armanet, soit pas bonne ou soit pas intéressante, je veux bien. Il n'empêche que il y a plein de gens qui aiment cette chanson. Moi, je la trouve pas spécialement moche, même si elle est très simpliste, effectivement, très facile, d'une certaine façon. Mais on a combien de mélodies comme ça en tête qui sont très faciles et qui nous restent en tête. Il y a une reprise, d'ailleurs, ceux qui ont des enfants le savent, très jolie, par Kids United, ce groupe d'enfants des Lacs du Connemara, que je connais grâce à ma fille, qui est très bonne. C'est une belle chanson. Et donc, voilà, je trouve que cette opposition, disons, entre les deux est assez symptomatique. Donc, elle n'attaque pas le texte, alors, donc elle attaque vraiment l'artiste, pour le coup. Alors, elle attaque le fait que Sardou lui-même est effectivement un droitard, un ultra-réac. Je vous conseille très vivement d'aller regarder, si vous voulez rire, les parodies de Sardou par un personnage qui s'appelle Michel Sardouille,
faite par Groland, que vous trouverez sur YouTube. C'est absolument hilarant. Il y a notamment, parce que les gens de Groland identifient justement les affects populaires qu'il y a autour de ce personnage. Et c'est vrai qu'il incarne vraiment ce que la gauche déteste le plus. Ce personnage réac qui dit c'était mieux avant, qui condamne l'époque, qui dit... D'ailleurs, je crois qu'il a fait une interview récemment où il disait aujourd'hui, on est dans une époque de merde, mais il c'est génial, comme ça. Il est plus vrai que nature. Il est plus vrai que nature dans la franchouillardise réactionnaire. Ceci dit, en 1984, il défend l'enseignement privé. Il devient une figure de la droite, de l'opposition de droite face à la gauche arrivée au pouvoir. Et je disais tout à l'heure que Juliette Armanet passe par l'enseignement privé catholique. Donc, en réalité, sur le fond, en termes de classe et d'intérêt objectif, il n'y a pas entre ces deux personnages tout un monde. Mais dans la réception et dans les affects, effectivement, il incarne, mais notamment, pas seulement avec ses chansons sur les colonies ou autres, il y a cette fameuse chanson qui est pour moi la plus intéressante de tout le répertoire de Sardou, qui s'appelle « Être une femme », qu'il chante en 1981. Qui est absolument fascinante. D'abord, du point de vue musical, du point de vue de la pop, je trouve que c'est une très bonne chanson qui fait fond sur le disco de l'époque. Et les paroles sont d'un sexisme hallucinant, mais montrent aussi l'angoisse du petit blanc, même si lui-même n'en est pas un, son public, c'est celui-là, face aux femmes qui prennent de plus en plus de responsabilités. Et si vous écoutez les paroles, elles consistent à énumérer les nouvelles fonctions que les femmes peuvent prendre, dans ce monde désormais où les choses ne sont plus à leur place, et à chaque fois, en évoquant une fonction prise par une femme, la rabattre sur le sexe, la resexualiser. Parce qu'une femme, c'est d'abord du sexe. Être un PDG en bas noir, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, toute la chanson est construite comme ça, jusqu'au dernier couplet, sur le même principe. Femme qui maîtrise à fond le système, qui va accéder au pouvoir suprême et à la présidence, et le dernier couplet, on la remet sur le sexe, et de là, faire bander la France. Donc c'est un modèle, cette chanson, c'est un modèle de sexisme structurel et de panique morale au fond. Donc, en fait, il a toujours été réac, masculiniste. Et c'est à cause de ça qu'il déchaîne, qu'il hérisse. Évidemment, la personnalité de Sarkozy nous hérisse quand on est à gauche. Elle ne peut pas ne pas nous hérisser. Il n'empêche que je pense qu'il n'est pas raisonnable de tomber dans le panneau et de se mettre comme ça à prendre de manière condescendante les affects populaires qui font que Sardou est quelqu'un d'important en France et que sa musique, ses chansons, ses ritournelles touchent les gens. On peut encore le critiquer et trouver ça... Mais c'est pas la même chose. Voilà, là, il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit d'exprimer un dégoût qui est aussi un dégoût de classe, me semble-t-il. On peut aussi dire, Julien, on peut aussi dire que pour notamment la droite dure et l'extrême droite, Michel Sardou est devenu une sorte de marqueur identitaire, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est la France d'avant, la France blanche, la France viriliste, je ne sais pas ce qu'on veut, la France des bonnes valeurs de l'époque, etc. Et ils utilisent Sardou pour l'opposer aux chanteurs d'aujourd'hui, pour l'opposer à tous les affects d'aujourd'hui, etc., qui sont plus progressistes, on va dire, et puis aussi plus, par exemple, des chanteurs qui vont être issus de l'immigration ou quoi que ce soit, etc., etc. Donc il faut quand même avoir conscience que Sardou est aussi un prétexte pour la droite dure et l'extrême droite, de faire l'éloge de la France d'avant et de critiquer. Voilà. Et c'est aussi en ça, je pense, qu'il y a un débat finalement assez politique et assez intéressant derrière, mais qui nous invite aussi à être sans indulgence envers Michel Sardou et ce qu'il représente. Voilà. Sachant que lui-même, je pense, a parfaitement conscience qu'il représente ça. Bien sûr, sans indulgence envers Sardou, il n'y a aucun doute. Envers ce qu'il représente, je ne suis pas d'accord. Et ça pose le problème plus général de ce que c'est qu'être un parti qui représente les classes populaires. Ce que c'est que de prendre en charge, que d'accepter aussi la culture populaire. Si on garde toujours le cas Sardou, vous vous souvenez peut-être qu'Alexis Corbière, qui est une figure bien particulière au sein de LFI, avait déclenché une tempête, la réprobation générale d'une sorte de police gauchiste, il faut bien le dire, sur les réseaux sociaux, il y a quelques années, quand il avait dit qu'il aimait Sardou. Et quand il avait dit qu'il avait enseigné à ses enfants l'amour de Sardou. Corbière, donc, et Raquel Garrido, son épouse. Ça avait fait un tollé absolument incroyable. Il l'avait fait exprès aussi parce qu'il savait ce que ça allait donner, et ça participait d'une stratégie politique de donner un signe de reconnaissance à des classes populaires. Autant, effectivement, les chansons de Sardou, le personnage lui-même est plein d'affects réactionnaires, autant on ne peut pas, me semble-t-il, se contenter d'une posture
condescendante à cet égard. On peut très bien être sensible aux chansons de Sardou parce qu'elles rappellent une époque, parce que certaines mélodies sont agréables, sans être sexiste, réac, limite raciste, bien comme sûr, le sont certaines de évidemment. ces chansons. Oui, mais il ne faut pas tomber dans le c'est vrai, panneau. bien Il ne sûr. faut pas tomber dans le panneau. Faut pas tomber dans la caricature de- je ne bien veux pas sûr. jeter la pierre à Juliette Armanet parce que c'était dans les circonstances où elle ne prenait pas du tout une position destinée à être Non. très largement développée. C'était pas une profession de foi politique comme la droite a fait ses déclarations, Donc, elle a comme pas la le droit droite. de dire Mais qu'elle si. n'aime pas le Bien sûr que répertoire si, elle a le droit. musical. Elle a le droit de le dire. Ce que je conteste, c'est ce qui en est fait par les médias et le fait de tomber dans le panneau en rajoutant sur le mode il faut absolument défendre Juliette Armanet et l'expression de son dégoût pour Sardou dans ces circonstances-là. Et Sardou, aimer Sardou, c'est forcément être un blaireau, c'est forcément être un con, c'est forcément être sexiste, c'est forcément être Si raciste. c'est quelqu'un qui fait l'éloge des colonies et du sexisme dans ses chansons, oui, on Mais peut être On peut contre quand même l'homme être- quand même. voilà, Mais on non. peut quand même être Non, critique, d'accord. Mais je parle d'être critique de Sardou lui-même, des paroles de ses chansons, oui, mais du phénomène, du fait que Sardou représente quelque chose pour plein de gens qui ne sont pas sur ces positions politiques-là, contrairement à ce Mais c'est que quand même- justement moi, je trouve la ça droite justement voudrait lui faire assez- croire. Personne ne Non. conteste la popularité de Michel Sardou, mais en revanche, moi, Moi, pardon, mais je m'interroge, je me demande, je trouve ça c'est vrai. très curieux en tant que, par exemple, personnalité, personne de sensibilité plutôt de gauche, ressentir une certaine affection ou admiration pour un homme. Il ne s'agit pas d'affection ou d'admiration pour l'homme, il s'agit de ressentir des affects positifs en écoutant ces chansons et en considérant que ces chansons représentent une époque, représentent des je milieux, comprends pas. des petits milieux qui ne sont pas nécessairement des milieux de droite. Encore une fois, je le répète, c'est la question de la culture populaire. Ben, moi- Et le grand problème de la gauche, c'est d'accepter l'altérité en son sein. On ne peut pas construire un parti de masse si on ne rencontre pas des gens C'est bien, ça avec rejoint qui ce que disait on ne tout à l'heure partage pas Mathieu- entièrement. Mathieu On ne partage pas les goûts. Et c'est pas grave, Bah- il ne faut pas en faire pour autant des objets d'excommunication. Alors, il y a quelques c'est- années, là où Michel Sardou a créé la surprise, justement, il avait complètement condamné toutes les polémiques autour du hijab des femmes françaises qui le portent. Donc, pour le coup, il est venu même au service. Mais oui, parce qu'il a su, il est très Ouais, malin, mais il c'est pas- sait j'ai utiliser pas- l'art oui, du mais- contre-pied. Ouais, mais justement, moi, en tant que femme de confession musulmane, je me suis pas justement accommodée de cette position qui, pourtant, venait me Il servir a fait mes une chanson qui convictions s'appelle Les Musulmanes. d'ailleurs. pour dire. Mais c'est vrai, C'est drôle, non, mais oui. le long sanglot Ouais, des non, mais- musulmanes, ouais, etc. ouais, non, mais... Mais Ah, mais c'est les drôle. choses, Mais les tout ça- choses, tout ça pour les dire, choses c'est ne que sont c'est pas parce qu'il univoques. est venu au secours des femmes musulmanes qui étaient stigmatisées que pour autant je trouve l'homme sympathique, admirable. J'oublie Mais pas qui encore il est une fois, en fait. ça n'est pas la question. Encore une fois, la question, ça n'est pas l'homme en lui-même, ni même le contenu précis de son message. C'est ce qu'il représente Oui, j'ai socialement et compris. sociologiquement. Et si la polémique de droite compris. fonctionne, c'est parce que nous tombons dans ce panneau. D'accord. C'est ça le problème. Oui, mais il ne devrait pas y avoir de polémique parce qu'on critique un chanteur. C'est ça, en fait. C'est un chanteur qui est particulièrement réac, qui a un succès populaire que personne ne nie. Personne ne nie que Michel Sardou a eu un succès énorme. Mais qu'il y ait une polémique parce qu'on critique un chanteur, notamment parce qu'il a tenu en plus Et j'ai vu aussi une autre chanson où il fait quasiment l'éloge du viol. Enfin, il le fait pas, mais il y a quelque chose Oui, de particulièrement. il met en scène un personnage, voilà, qui a il met en scène un des pulsions de personnage. viol, En tout ouais. cas, bref, Oui. on Mais- doit avoir le droit de critiquer Mais bien sûr. ce bien qu'il sûr. fait, de critiquer le personnage de Mais bien Travac, sûr. etc., sans que ça crée une polémique nationale. C'est ça, voilà. Voilà. Mais la polémique. Ou alors la droite et l'extrême droite se sont rangés du côté de la cancel culture. Et ça c'est peut-être se sont rangés du côté de la Ouais, cancel cancel culture et du fait qu'on n'a plus le droit, on a Ouais. presque envie de la gauche. Enfin, ceux qui n'aiment pas Michel Sardou, on serait presque en droit de dire, mais on ne peut plus rien dire. Hein, voilà. Si on veut. On va devoir- On attend la prise de position de Fabien Roussel qui n'est pas encore intervenu Voilà. dans cette affaire, ce qui m'étonne beaucoup On va- parce que ce serait vraiment son créneau, la défense Tout à de la fait. franchouillardise. Merci beaucoup pour Merci. vos analyses, vos réflexions. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et c'est dur du coup de devoir mettre un terme à nos échanges. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Fond de l'Info qui entre dans notre programmation d'été. Comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs. Mais l'actualité ne s'arrête pas. Alors nous non plus, nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débat et de décryptage au quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le PAF dépend toujours de vous et surtout de vos abonnements qui sont notre source de financement la plus pérenne. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. D'ici là, restez connectés aux médias grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24/7 sur YouTube. Et encore merci. À bientôt.